Avons-nous réellement le choix? Moi, quand j'ai le choix, je prends Salamèche. Même au quotidien. Ouais, les gens me regardent assez bizarrement. Chaque jour, on est soumis à des situations qui nous demandent de prendre des décisions. Des moments qui semblent plus ou moins importants, mais qui vont changer du tout au tout l'avenir. Certains croient au destin. Chaque être a une destinée qui lui est propre et qui dicte chaque moment de sa vie. Mais peut-on changer les choses, même si elles sont écrites? Et s'il y a bien un gars qui cherche encore la réponse, c'est probablement Jamie Fraser. James, Alexander, Malcolm, Mackenzie, Fraser. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser est un Highlander. Comme Connor MacLeod, pour les plus anciens qu'on la ref, ou comme Willy le Jardinier, pour les plus jeunes, mais j'aime pas cette comparaison. Fils de Helen Mackenzie et de Brian Fraser, il est le descendant d'une longue lignée d'Écossais. Des Écossais bien whisky à toute heure de la journée et on met rien sous notre kilt. Jamie a grandi dans un petit manoir, Lallybroch, sur les terres de son père, au milieu des Highlands. Malgré la magie qui se dégage de son environnement, il a été élevé, instruit et éduqué, faisant de lui une personne plutôt sceptique par rapport à la sorcellerie, sans pour autant ne pas être attentif aux mythes de sa contrée. L'Écosse, c'est un monde à part entière, rempli de contes, d'histoires légendaires et de mythes féeriques. En fait, ce n'est pas pour rien si un grand nombre d'auteurs de fantasy viennent d'Écosse. Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, tout ça, ça a pris son inspiration dans des légendes qui ont existé ou qui ont été racontées en Écosse. Et je pense que vous connaissez probablement la légende la plus célèbre qu'on entend encore, le monstre du Loch Ness. Entre ses études à Paris et son engagement dans l'armée française, différentes expériences en Allemagne, en Italie et en Espagne, Jamie a énormément appris des langues étrangères, par exemple, mais bien d'autres choses. Il est beau, oui, mais c'est pas la question. Il a beau être érudit, il n'en reste pas moins un Highlander. Et si vous avez vu Braveheart, vous savez qu'un Highlander c'est musclé, grand et sacrément têtu. Alors, quand il se retrouve confronté aux tuniques rouges, les soldats de l'usurpateur George, roi de Grande-Bretagne, il ne peut pas se laisser faire. Pour l'honneur de sa famille, de son peuple, il subira la torture du fouet sur l'échafaud, marquant à jamais son dos de cicatrices. Réussissant à s'évader de la prison où il était enfermé et condamné à mort pour un meurtre dont il est innocent, forcé à fuir en France loin de sa patrie qui l'a vu grandir, Jamie n'a jamais eu la vie facile. Et elle est vraiment pas allée en s'arrangeant. À une exception près, un jour, il a rencontré une fée. Je vous l'ai dit plus tôt, l'Écosse c'est une terre avec plein d'histoires, notamment des fées. Mais là je vous parle pas d'une fée genre la fée Clochette quoi. Alors qu'il essayait de rejoindre son oncle au pays, il se retrouve impliqué dans une confrontation avec des Anglais. Une rencontre qui s'achèvera par la fuite du clan écossais et une grave blessure à l'épaule pour Jamie mal en point. Quand Murtagh, son parrain et protecteur, débarque dans l'auberge où ils se sont tous réfugiés, il fait la rencontre de Claire. Elle, c'est ce qu'on appelle une Sassenach, une étrangère. Perdue au milieu d'une forêt proche d'Inverness, elle s'est retrouvée mêlée à l'affrontement et agressée par Jack Randall, le démon, qui a causé bien des souffrances à Jamie. Une apparition mystique, sortie de nulle part. Racontant le récit de son voyage étrange, sa tenue, ses manières, son langage, tout chez elle, semblait hors du temps. Ajoutez à ça des compétences de guérisseuse, et en fait vous vous retrouvez avec un effet Florence Nightingale, c'est-à-dire l'infirmière qui tombe amoureux du patient. Et c'est réciproque. Une fois mariés l'un à l'autre, ouais, j'avance assez vite. Elle lui apprend qu'elle est originaire d'une autre époque. 200 ans la séparent de son temps, et pour elle, l'avenir n'est qu'un lointain passé qu'elle avait découvert dans les livres d'histoire. Alors, le prévenant d'un désastre, ils vont ensemble faire face à une question primordiale. Le temps peut-il être réécrit? Alors si on avait été dans Doctor Who, la réponse c'est oui. Mais là, on va parler d'une toute autre série, Outlander. Une série et une saga de livres qui remet beaucoup de choses en question. Jamie et Claire se sont rencontrés à travers les rouages du temps. Mais est-ce qu'ils peuvent réussir à faire en sorte que celui-ci ne les sépare plus? Ok, Outlander est une saga littéraire fantastique. Et c'est à la fois le genre et un adjectif que j'utiliserai pour parler de la saga. Publiée en France depuis 1995 et actuellement à 9 tomes, dont certains en plusieurs parties, sans parler des spin-offs, elle est adaptée en série rapidement et nous sommes en attente actuellement de l'ultime et dernière saison et du spin-off. Bon, avant de commencer, il faut que je vous parle de l'autrice, Diana Gabaldon. Parce qu'à la base, rien
ne l'amener à écrire une saga à succès. Diana est née en janvier 1952 à Flagstaff, en Arizona. Elle se distingue très jeune par sa curiosité et son appétit de connaissance. Elle montre un intérêt marqué pour les sciences, les arts, la littérature, mais son parcours universitaire la conduit d'abord bien loin de la fiction historique, pour laquelle elle deviendra célèbre. Après avoir obtenu un bachelor en zoologie, elle poursuit ses études avec un master de biologie marine avant de décrocher un doctorat en écologie comportementale. Je crois qu'elle est écolo. Scientifique rigoureuse, elle développe des compétences poussées en recherche, en observation et en rédaction académique. Des qualités qui paraissent à milieu de la fiction romanesque, mais qui deviendront pourtant les fondations de son style narratif extrêmement documenté. Et on y reviendra. À la fin de ses études, Diana entame sa carrière comme professeure d'université, enseignant les sciences environnementales à l'université d'Arizona. Elle publie de nombreux articles scientifiques, édite des revues et rédige même des textes pour des manuels éducatifs et des publications Disney sur la faune. Et c'est là qu'elle commence à écrire réellement. Malgré une carrière universitaire bien établie, une autre ambition commence à germer dans son esprit, écrire un roman. Vers la fin des années 80, alors qu'elle est âgée d'une trentaine d'années, Diana ressent un besoin irrésistible de se confronter à l'écriture de fiction. Faut savoir qu'à ce moment-là, son objectif, c'est pas devenir la numéro 1. C'est plus s'exercer, faire un petit jeu en fait, d'écrire une histoire pour voir si elle est capable de faire quelque chose. I wrote Outlander as a practice novel, and I had nothing in mind. I just wanted to learn how to write a novel. It didn't matter what kind. En fait, elle est juste comme tout le monde, elle pense pouvoir écrire un roman. Je devrais peut-être écrire un roman. Elle ne vise pas la publication, ni même une reconnaissance quelconque. Il s'agit au départ d'un exercice personnel, voire même un défi intellectuel. Pour commencer, elle choisit un cadre historique, pensant qu'il serait plus aisé de se laisser porter par les événements d'une autre époque que d'avoir à imaginer tout un univers contemporain. C'est vraiment pas facile de devoir créer une géographie, une langue, une terre, un fonctionnement géopolitique. Il y en a pas beaucoup qui ont réussi. Alors autant choisir un moment de notre longue histoire et de raconter ces événements à plus petite échelle. Elle s'oriente alors vers l'Écosse, au XVIIIe siècle, époque qu'elle ne connaît que vaguement. Et là j'ai une anecdote extraordinaire. Si vous me connaissez bien, il y a une série dont je parle extrêmement souvent, et dont je suis très très fan. Je l'ai même déjà cité en fait dans cette vidéo. Une série légendaire, britannique, Doctor Who. Allez, je fais une petite aparté. En décembre 1966 est diffusé sur les écrans télé britanniques un épisode nommé The Highlander. Bon, en fait à l'époque c'était divisé en 4 épisodes à chaque fois, mais c'est pas la question. Dans cet épisode, on fait la rencontre d'un certain Jamie McCrimmon, un Écossais en kilt rescapé de la bataille de Culloden, interprété par un certain Fraser Innes. Jamie. Vous voyez où je vais en venir ou je prends des plus grosses pincettes? Donc oui, le personnage le plus charismatique de cette saga de livres est inspiré par un personnage de Doctor Who. J'ai découvert ça en écrivant la vidéo, hein. J'ai pas fait la vidéo uniquement pour cette anecdote, je préfère le préciser. Reprenons. À la vue de l'image romanesque et puissante de Jamie McCrimmon, Diana décide d'en faire la base de son personnage masculin. C'est ainsi que naît Jamie Fraser, figure centrale de ce qui deviendra plus tard Outlander. Tu as la tête de quelqu'un qui a un chardon coincé dans le cul. T'arrêtes pas de les provoquer. Il ne lui manque plus qu'un point d'ancrage pour le lecteur moderne, un personnage contemporain qui permettrait de naviguer entre les époques. C'est ainsi que Diana imagine Claire Beauchamp-Randall, une infirmière anglaise du XXe siècle projetée accidentellement dans le passé en 1743. Faut savoir que quand elle a créé Claire, l'idée de voyage dans le temps, il n'était pas du tout prévu. Il s'impose presque naturellement à l'autrice lorsqu'elle réalise que son personnage féminin parle et pense comme une femme du XXe siècle. Au lieu de réécrire pour se confronter à une voix plus historique, elle choisit d'intégrer cette dissonance dans l'intrigue même. Le réalisme psychologique et l'ancrage contemporain de Claire deviennent alors des forces motrices du récit. Diana commence alors à écrire sans plan établi, explorant instinctivement ses personnages, leurs dialogues et leurs interactions. Son style se caractérise rapidement par une richesse descriptive, une grande attention aux détails historiques et botaniques, mais aussi un ton plein d'humour, de sensualité et de tension dramatique. Elle partage des extraits de son travail sur des forums en ligne et attire rapidement l'attention de plusieurs auteurs et lecteurs expérimentés. Parmi eux, l'écrivain et agent littéraire John MacDonald lui propose de l'aider à structurer son manuscrit et à le soumettre à des éditeurs. Contre toute attente, bien que le roman ne soit pas encore achevé, Batam Book lui offre un contrat pour publier le livre. Elle le termine dans la foulée, travaillant sans relâche pour peaufiner ce qui deviendra un ouvrage de plus de 600 pages. En 1991, Diana Gabaldon publie le premier tome
de Outlander. Le roman rencontre rapidement un succès critique et commercial. Il séduit les lecteurs par son mélange original de genres, fiction, historique, romance, aventure, fantastique et drame psychologique. Ce premier tome deviendra littéralement un phénomène littéraire. Littéralement littéraire, il y a peut-être un lien. À la base, ce qui devait être un simple exercice s'est transformé en un grand succès. Et même si elle n'avait pas prévu d'en faire une série, portée par l'enthousiasme du public et ses propres idées, elle entame très vite la rédaction de ce qui sera le 2e tome de la saga. Comme je l'ai dit précédemment, Diana elle a obtenu un doctorat en écologie comportementale. Un sujet vraiment très niche. Et si ce doctorat lui a bien appris une chose, c'est à être rigoureuse dans ses recherches, son travail en fait, en règle générale. Donc, quand elle se lance dans l'écriture de personnages évoluant dans un pays et dans une époque qu'elle ne connaît pas, elle commence par un très gros exercice de recherche sur le milieu, sur les comportements, sur les agissements de la population, que ce soit anglaise ou écossaise, et en faisant de son personnage principal une infirmière, elle peut même placer des connaissances en biologie qu'elle a. Bon, ces connaissances biologiques, c'est plus de la biologie marine, et ils sont pas vraiment proches de la mer. Non, je crois qu'à part traverser l'Atlantique, mais ça c'est dans le tome 3. Mais du coup, à Outlander, ça parle de quoi ? Alors, fun fact, j'ai parlé de Doctor Who juste avant, et il faut savoir que dans l'avant-dernière saison en date, donc la saison 1 du nouveau Docteur, Ncuti Gatwa, le Docteur chante cette chanson. Doctor! Je pense pas que ce soit parce que c'est le générique de la série qui la chante, mais je trouve que ça fait un beau lien. La boucle est bouclée, en quelque sorte. Passons. Cette histoire n'est pas celle de Jamie, du moins à la base. Il en devient un personnage principal, mais ce n'est pas lui que nous suivons. Alors, reprenons depuis le début. Claire Beauchamp est née en 1918. Ses parents décèdent dans un accident de voiture, la rendant orpheline très jeune. Élevée par son oncle archéologue, elle grandit en parcourant le monde à ses côtés, fréquentant un bon nombre d'historiens et subissant le confort de dormir dans des tentes moyennement agréables. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle rencontre Frank Randall, historien aussi. Ensemble, ils se marient en 1939. Sauf que historiquement, 1939, c'est pas la meilleure année. La guerre éclate en France, plongeant le continent européen dans la misère. Le peuple britannique est appelé à l'aide, et alors que Frank est envoyé au front, Claire devient infirmière de guerre, laissant la nuit de noces du couple en suspens. Mais cette vidéo ne traite pas de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, c'est la fin de l'Allemagne nazie. Les combats sont finis, la France est libérée, les tourtereaux se retrouvent et choisissent Inverness pour achever leur lune de miel. Frank en profite pour enquêter sur sa généalogie et découvre l'existence de Jack Randall, un tunique rouge qui a eu son importance dans les combats jacobites du XVIIIe siècle. Alors petit point, les jacobites, c'est les Écossais qui répandaient l'idée que George n'était pas le roi légitime, que ça devrait être plus Jacques II qui devrait monter sur le trône à sa place, parce que c'est lui le vrai roi d'Écosse. Là, on est en Écosse. Et en Écosse, il y a un monument que vous connaissez forcément, c'est Stonehenge. Stonehenge, c'est ce qu'on appelle un cromlech. Un cromlech, je sais pas. Et Stonehenge, c'est un peu la version massive. Il y en a plein de plus petits, un peu partout, répandus dans la campagne. Un jour, Claire en découvre un sur la colline de Craignadoon, proche d'Inverness. À son approche, elle sent quelque chose d'étrange. L'air semble vibrer autour des pierres, un vrombissement lui résonne dans les oreilles. Étourdie par l'agitation des roches dans son cerveau, elle perd l'équilibre, pose une main sur la grande stèle centrale et s'effondre. Un malaise vagal, jusque-là rien de grave. Sauf qu'à son réveil, les arbres qui l'entourent sont différents. Cherchant à rapidement s'éloigner de ces pierres étranges, elle dévale la colline qui entoure le site et, tombant, se retrouve nez à nez avec son mari. Sauf que pas vraiment. Ce n'est pas le même homme, et elle s'en rend rapidement compte. Sans comprendre ce qu'il se passe, celui-ci tente de l'agresser au beau milieu de la forêt. Et à sa grande surprise, un grand bonhomme en kilt vient la secourir et en même temps pas vraiment. Parce que le grand bonhomme en kilt en question, derrière, il la kidnappe. C'est un peu un chaud-froid quoi. Claire en prend conscience. Et même si elle se dit qu'elle doit se tromper quelque part, elle finit par se faire une raison. Elle a voyagé dans le temps. En touchant la pierre du cromlech, elle est revenue 202 ans en arrière, en 1743, se retrouvant seule
dans une robe d'été au beau milieu des Highlands, au cœur de la répression britannique sur le peuple d'Écosse. Et si on revient un peu sur ce que j'ai dit plus tôt, il y a un petit détail qui a son importance. C'est-à-dire que Claire, elle est née à Londres, elle est britannique. Et je vous laisse deviner la réaction de ces grands Écossais en kilt qui se battent un peu partout en découvrant une Écossaise en plein milieu de la forêt. Bah c'est probablement une espionne. Claire va donc se retrouver embarquée dans l'histoire, la vraie, la grande. Et surtout, dans le combat des Highlanders et de la famille Stuart pour le trône. Sauf qu'elle, même si elle n'est pas une grande historienne, elle connaît la fin de cette histoire parce qu'elle en a vu les dégâts. Elle a vu les centaines de pierres tombales sur le champ de bataille de Culloden. Elle sait que George ne tombera pas de son siège et que les Stuart ne prendront jamais le pouvoir. C'est une cause perdue qui emmènera des milliers d'Écossais dans la tombe. Un peu d'eau. Outlander, c'est l'histoire d'une étrangère, une Sassenach. Une personne qui est projetée dans un territoire inconnu, avec une culture complètement différente de la sienne, et qui va devoir s'adapter pour trouver une échappatoire. Un fan de Marvel dans un cercle de cinéphiles en fait. C'était un peu élitiste. Trimballée malgré elle à travers l'Écosse du 18e, découvrant les paysages sauvages, elle va devoir affronter de nombreux périls. Claire va être mariée de force à Jaime et devenir Madame Fraser. Le temps et son contact vont la faire tomber amoureuse, et en même temps, quand on voit le bestiau, qui ne tomberait pas amoureuse? Claire, après avoir manqué de périr lors d'un procès de sorcière, lui racontera tout, essayant de convaincre Jaime de ne pas prendre part à l'affrontement. Ensemble, ils tenteront l'impossible, changer l'avenir. Il y a une chose à savoir sur Jaime, en fait, c'est qu'à ce moment-là de l'histoire, il est considéré comme un hors-la-loi, un traître à la couronne. Il est accusé d'un meurtre et s'est évadé de prison. Là-bas, il a subi le traumatisme d'être fouetté, à sang, plusieurs dizaines de fois, laissant son dos strié de cicatrices. Des événements qui auront entraîné la mort de son propre père. Et le point primordial, c'est que tout ça, c'est la faute de Jack Randall. Claire et Jaime sont ensemble dans l'adversité et se lancent dans une partie d'échecs politiques pour sauver des milliers de vies en secret. Ce récit, même s'il est fantastique, il raconte quand même énormément de choses. Déjà, il offre une vision sur l'évolution importante de la médecine moderne en 2 siècles. 200 ans, ce n'est pas super long, et quand on voit qu'une simple écharpe pouvait causer la mort, ça fait un peu peur. On découvre aussi l'impact du charlatanisme sur la population, ainsi que des croyances fantaisistes sur le quotidien des campagnes au Royaume-Uni. En plus de ça, la moindre tentative d'apporter du progrès avec de nouvelles méthodes, ne serait-ce qu'un minimum de règles d'hygiène, est perçue comme de la sorcellerie. Ensuite, on y retrouve une dénonciation très féministe. Le traitement de la femme dans un milieu campagnard d'antan, loin de la bourgeoisie, montre le peu de respect qui leur était donné. En réalité, Outlander, par ses propos, fait une critique de la place de la femme dans notre société, grâce à un parallèle avec une époque passée depuis bien longtemps. On souligne ici l'évolution de la femme dans la société moderne post-Seconde Guerre mondiale, et appuie sur le peu de reconnaissance que celles-ci ont depuis la nuit des temps en fait. Et en parallèle de ça, le récit déconstruit le mythe de l'homme masculiniste de l'ancien temps. Il montre ici des hommes qui sont, certes, de grands et valeureux guerriers, mais il n'oublie pas de nous présenter ce qu'on aborde aussi moins, leurs sentiments. Au travers du personnage de Jaime, on découvre un jeune garçon qui a été élevé dans la paisible campagne écossaise, mais qui fait face à la répression. Et même s'il résiste aux attaques anglaises, pour l'honneur de sa famille, nous savons qu'il s'agit là essentiellement d'un prétexte pour protéger les familles qui dépendent de lui. Tout au long de cette histoire, on nous présente un homme exceptionnel. Et je pèse chacun de mes mots. Pour rappel, même si c'est une forte tête prêt à se battre, il est aussi présenté comme érudit. Il parle plusieurs langues, il lit beaucoup et est capable de gérer des comptes, des entreprises, et j'en passe. Pourtant, on ne nous cache jamais ses failles. Il a beau être têtu, agressif et même parfois vulgaire, c'est un colosse au pied d'argile. Il a peur pour lui, pour les siens, et de ce que pourrait faire l'armée britannique. Il a peur de perdre Claire, ou pire, de la trahir. Et au fur et à mesure que le récit avance, on se rend compte de la charge mentale que ce mec doit subir. Et il y a un passage aussi qui est très très important, que j'ai pas encore abordé, c'est que Jaime est victime d'une agression. Et je ne parle pas des coups de fouet, alors petit trigger warning, il est victime d'un viol. Pour toutes les personnes qui ont regardé la première saison de la série, la fin de celle-ci est possiblement un traumatisme. Pour protéger ceux qui l'entourent, il est contraint de s'offrir entièrement à son harceleur Jack Randall. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, même si je suis pas sûr que le terme s'offrir soit vraiment juste. Il est contraint de subir toutes les volontés de ce monstre, sans moyen de se défendre, sachant qu'au bout de cette torture, il devra monter sur l'échafaud,
où on lui passera la corde au cou. Un moment horrible, et pour répéter le mot un traumatisme, pour lui, et probablement pour tous les lecteurs et spectateurs de la série. Claire réussit à le faire sortir de là. Elle le soignera et fera de son mieux pour le guérir en partie de cette torture psychologique et physique qu'il a subie. Elle sera présente pour l'aider à se reconstruire, pour l'aider à faire face et pour le soutenir à chaque moment, même si pour Jamie, ce qui est arrivé dans le cachot de la prison de Wentworth laisse une trace bien plus profonde et bien plus marquante que les hachures dans son dos. Une marque dont il ne guérira jamais réellement. Comment peux-tu vouloir de moi dans cet état? Quel que soit ton état, je voudrais toujours de toi. Voilà, j'ai résumé très rapidement la saison 1. Et j'ai oublié énormément de choses. Parce que c'est pas vraiment la partie qui nous intéresse le plus, là c'était juste une mise en contexte. La série montre une représentation très poussée de la vie de l'époque, présentant la ville et la campagne et les différences de traitement entre les classes, les religions, les ressources et surtout les genres. Il montre un passé complexe dont le temps semble s'être arrêté. Ce qui nous amène à notre sujet du jour. Est-ce que l'avenir peut être réécrit? Existe-t-il des faits inéluctables? Oh, j'ai oublié un paragraphe. Le récit de Claire et Jamie, contre le temps lui-même, est assez fou. Au beau milieu du conflit politique, tous les moyens sont bons pour discréditer le potentiel roi, sans pour autant bafouer l'honneur de la famille Fraser. Avant de continuer, je pense que c'est important de faire une légère pause. Même si l'amitié franco-écossaise fait partie des plus anciennes du monde, en France, on n'y connaît rien à la géopolitique de la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle. Étonnamment, les manuels scolaires, ils ont tendance à passer très vite d'Alexandre le Grand à Winston Churchill. Et du coup, au milieu, ça laisse un grand vide, quoi. Alors prenons un petit moment pour faire un point historique. Avant toute chose, il est important de souligner que l'histoire écossaise, même si elle est très intéressante, elle est extrêmement complexe. Et comme on n'a pas l'éternité devant nous, on va s'en tenir aux événements qui nous intéressent, à savoir le XVIIIe siècle. Pour vous situer un peu, on va s'aider de la chronologie en France. Pour commencer, il faut savoir qu'entre la France et l'Angleterre, les relations n'ont pas toujours été au beau fixe. Ces deux pays sont des rivaux constants, notamment sur un plan militaire. Prenez 5 minutes pour penser à tous vos cours d'histoire d'école et de collège. Je suis persuadé que vous pouvez citer 2 ou 3 guerres, au moins, facilement, où la France et l'Angleterre s'affrontent. Au 8e siècle, on peut notamment citer Guillaume le Conquérant. On connaît aussi la fameuse guerre de 100 ans, Jeanne au secours comme dirait l'autre, en passant par la guerre de succession d'Autriche, un peu moins connue dans les cours d'école, mais quand même. Avance rapide. Au XVIIIe siècle, la France subit de profonds bouleversements socio-économiques, politiques et culturels. Nous sommes à l'aube de la Révolution qui va marquer la fin de la monarchie absolue incarnée par Louis XIV. Vous savez, Christophe Maé? J'adore cette blague. En ce qui concerne les années qui nous intéressent, la France a pour roi Louis XV, l'arrière-petit-fils de Louis XIV. C'est le seul roi qui est né et mort dans le château de Versailles. Et si vous connaissez pas grand chose de lui, vous connaissez au moins une de ses favorites, Madame de Pompadour. La France et l'Angleterre, c'est aussi des rivaux sur des plans économiques et diplomatiques. Pour la France, soutenir les Jacobites, les partisans de la dynastie Stuart exilés, permet au pays de déstabiliser politiquement son adversaire. Mais du coup, comment on en est arrivé au massacre de Culloden? Et puis, est-ce qu'il y a un rapport avec la France? Parce que même si ça tourne pas autour de nous, on est quand même impliqués. Eh bien, croyez-le ou non, tout a commencé par un conflit religieux. Le Royaume-Uni, juste au-dessus de nous, est divisé en 3. Et je ne vous parle pas de frontières terrestres. Déjà, il y a les catholiques, ceux qui sont reliés au pape. Ensuite, on peut parler de l'anglicanisme. Ça représente une grande majorité du Royaume-Uni, un courant du protestantisme qui a été créé au XVIe siècle par Henri VIII après sa rupture avec le pape. La raison principale de la création de ce courant est qu'Henri VIII, roi d'Angleterre, cherchait à annuler son mariage avec Catherine d'Aragon afin de pouvoir épouser Anne Boleyn. Je sais pas si je dis bien. Le gars veut juste demander d'annuler son mariage, je trouve qu'il abuse un peu. Le pape de l'époque, Clément VII, refuse. Henri VIII, qui est un roi puissant, n'accepte pas cette décision et décide de rompre avec l'église catholique romaine pour fonder sa propre église, l'église anglicane. Le roi d'Angleterre est alors chef suprême de cette église, rien que ça. Enfin, le troisième groupe, c'est les presbytériens. Le presbytérianisme, ou l'église d'Écosse, arrive avec John Knox, un réformateur écossais influencé par Jean Calvin à Genève. Dès 1560, l'Écosse adopte une réforme calviniste radicale
en rejet total avec la hiérarchie catholique du culte des saints, des sacrements non bibliques, etc. L'Église d'Écosse devient presbytérienne, dirigée non pas par des évêques, mais par une série de conseils d'anciens élus, jusqu'à une assemblée générale. Ça me gratte. Bon, vous l'avez compris, le peuple a très longtemps été divisé et ça n'a jamais été en s'arrangeant. Et maintenant, on revient à l'époque qui nous intéresse. En 1688, le roi est catholique. Il est nommé Jacques Stuart, dit Jacques II, roi d'Écosse et d'Angleterre. Il est, pour le peuple des Highlands par exemple, le roi légitime. Sauf qu'il est catholique. Et ça ne passe plus auprès du peuple. Alors, après ce qu'on appellera la Glorieuse Révolution, il est renversé. Et s'élève sur le trône un nouveau souverain, en réalité une nouvelle souveraine, Marie II, une protestante anglicane. C'est alors la fuite pour les descendants catholiques des Stuarts. Et devinez où il débarque? Dans notre beau royaume de France. Oui, parce que Jacques, il est écossais. Et que, presque depuis toujours, la France et l'Écosse, c'est une bromance, une énorme amitié. Comme dit l'adage, l'ennemi de mon ennemi est mon giga best friend forever, dans la langue anglaise. Même si le roi de France, Louis XIV d'abord et Louis XV ensuite, ne font pas ça uniquement par charité. Le roi de France voit dans les Jacobites un outil politique, non seulement pour restaurer une monarchie catholique en Grande-Bretagne, mais surtout pour provoquer une guerre civile chez l'ennemi. Et un ennemi affaibli, c'est un ennemi qui peut être conquis. Stratégie, Sun Tzu, l'art de la guerre. Ok, je résume beaucoup, c'est très incomplet, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, on est au XVIIIe siècle, il y a encore une bonne cinquantaine d'années avant la vraie bataille qui nous intéresse, et ce sont des années qui ont une très grande importance, parce qu'on entre dans la période de la rébellion jacobite. Le but est de restaurer Jacques II sur le trône britannique. Ce mouvement est largement soutenu en Écosse et surtout dans les Highlands, et pour le coup, il y en a eu deux qui ont une importance majeure. En 1714, le roi change à nouveau. C'est Game of Thrones en fait. Georges Ier, prince allemand de Hanovre, devient roi de Grande-Bretagne. Sauf qu'il y a un problème. Il est très éloigné de la culture britannique. Et il parle à peine anglais. En résumé, il a rien à faire au pouvoir. Mais c'est une chance pour les Jacobites. Les partisans des Stuarts voient alors une opportunité de réagir. Ils veulent le remplacer par Jacques-François Stuart, fils de Jacques II, roi légitime. C'est alors le premier soulèvement cœur des Highlands. Le fils de Jacques II débarque en Écosse, mais tarde trop. Manque de charisme et d'organisation. La honte quoi. Les troupes jacobites sont mal coordonnées, les forces gouvernementales les battent rapidement et c'est le retour du prétendant écossais en France. Retour à l'envoyeur. C'est à partir de là que les Anglais ont vraiment commencé à s'en prendre aux Highlanders. Modérément évidemment, mais avec une grande rancune et une forte méfiance. Les Jacobites restent cachés, attendant une nouvelle chance. Pour vous aider un peu à ce moment-là, Louis XIV meurt et Louis XV prend la suite, sauf que c'est encore un enfant. Donc oui, on soutient moralement les Jacobites, mais on n'envoie pas d'aide militaire significative. Ce qui nous amène au second soulèvement. Et cette fois, ça avait bien commencé. En 1745, l'idée d'une nouvelle insurrection est mûrement réfléchie. Le roi de France a grandi et semble prêt à prêter main forte, et c'est le petit-fils de Jacques II qui prend le commandement, Charles-Édouard Stuart, surnommé Bonnie Prince Charlie. En juillet, Charles débarque en Écosse avec très peu d'hommes. Il rallie rapidement les clans des Highlands et prend Édimbourg, avance jusqu'en Angleterre, et Charles se sent prêt. Mais surtout, il pense qu'il est attendu. Son plan est de provoquer une panique à Londres, faire en sorte que le peuple lui-même se soulève et renverse le roi en son nom. Sauf que rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a une petite panique qui arrive à Londres, évidemment les gens paniquent, mais ils renversent pas le roi pour autant. Les troupes de Charles sont alors contraintes de battre en retraite. Du côté de la France, lors de cette rébellion, le contexte a changé. La France et l'Angleterre sont en guerre, la guerre de succession de l'Autriche, dont je parlais un peu plus tôt. Louis XV promet son soutien à Charles-Édouard Stuart et prévoit une invasion coordonnée de l'Angleterre. Invasion rapidement annulée pour différentes causes, météorologiques, stratégiques et diplomatiques. La France ne viendra jamais. Espérant toujours réussir à prendre le pouvoir seul, Charles avance doucement avec ses troupes, réussissant à remporter quelques batailles jusqu'à leur arrivée sur le lieu du drame, Culloden. Quand on parle de massacre, c'est pas pour rien. Le 16 avril 1746, l'affrontement commence, et il s'achèvera par l'extermination de tous les espoirs écossais en moins d'1 heure.
Vous vous rendez compte, c'est moins long qu'un match de foot. Pourtant, il semblait sur d'eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le champ de bataille, c'est Culloden Moor, proche d'Inverness, dans les Highlands. Un avantage stratégique certain pour les partisans des Stuarts. 5000 jacobites, 8000 tuniques rouges, un combat qui semble plutôt équilibré, sauf que non. Les jacobites sont désorganisés, mal équipés et surtout fatigués suite à une tentative de raid la nuit précédente. En plus de ça, le terrain n'est clairement pas à leur avantage et les soldats du roi, eux, sont entraînés et fortement armés. Mettez une bande d'Écossais giga stock, super grands, super forts, avec des haches ou des épées qui vous courent dessus, face à une armée de petits blancs-becs anglais en tunique rouge armés de mousquets. Ils ont beau être grands et forts, hein, ils vont pas plus vite que les balles. Autant vous le dire tout de suite, la bataille est perdue d'avance. Les Highlanders le savent, les Stuarts le savent, et dès le premier assaut, c'est l'hécatombe. Les Highlanders sont fauchés à coups de mousquet, ce n'est pas une bataille, ce n'est plus une guerre, c'est une chasse, une exécution. C'est là le massacre de Culloden. Sur les 5000 hommes, 1500 vont tomber dans l'heure qui va suivre, et très peu chez leurs adversaires. Charles-Édouard Stuart prendra la fuite, rejoignant Paris ou Rome, et finissant sa vie comme il a commencé, sans pouvoir. C'est la fin des espoirs jacobites, et côté anglais, la pilule ne passe pas. 2 tentatives de soulèvement en moins d'un siècle, et de nombreux Highlanders qui ont trahi la couronne, ils ne peuvent pas laisser passer ça. C'est le début d'une grande et brutale répression envers les clans. C'est-à-dire qu'actuellement, il y avait une répression, mais elle était assez légère. Elle avait été causée suite au premier soulèvement, maintenant ils vont durcir les termes. Interdire des tartans, visibles sur les kilts écossais, et démanteler les systèmes de clans. En fait, on va chercher à les priver de leur identité et réduire à néant ce qu'a été l'Écosse. La pauvreté, la famine, la répression violente, voilà tout ce qui attend le peuple pendant des dizaines d'années. Certains tiennent le coup, d'autres pas, et pour d'autres encore, il n'y a qu'une seule porte de sortie, migrer. Monter sur un navire et partir pour 6 à 8 semaines de calvaire dans l'espoir d'arriver vivant aux colonies du Nouveau Monde, l'Amérique. De cette époque, il ne reste plus grand-chose. Hormis peut-être des pierres tombales sur un champ de bataille, les récits du peuple et une chanson. Une chanson qui raconte la fuite du prétendant au-delà de la mer à Skye. Over the sea to Skye. Ok. Maintenant que vous avez le contexte, vous savez que c'est difficile à suivre. La bataille de Culloden a été un véritable désastre pour beaucoup de monde. Déjà, pour les Highlanders qui y sont morts, mais aussi pour ceux qui en ont survécu. La plupart de ceux qui ont pris part au combat ont été pourchassés et exécutés pour haute trahison. Et même ceux qui sont restés loin du conflit ont été affamés et maltraités par les Anglais. Les conséquences de ce soulèvement ne se résument pas uniquement aux tombes sur un champ de bataille, mais à la nation tout entière. Alors, pour Claire, il n'y a que 2 solutions. Faire en sorte que Charles-Édouard Stuart remporte la victoire, ou alors que la bataille n'ait jamais lieu. Mais peut-elle vraiment changer les choses à son échelle, seule, face à l'histoire elle-même? La réussite de son projet va dépendre de 2 concepts philosophiques, le déterminisme et le libre arbitre. On part dans de la philo, soyez attentifs. Le déterminisme, au sens philosophique classique, postule que tout événement est le résultat nécessaire d'une chaîne causale antérieure. Rien compris, c'est normal. En gros, le déterminisme, c'est de penser que tout ce qui arrive n'est que le résultat d'un enchaînement de décisions. Cette idée remonte aux prémices de la philosophie grecque avant même Socrate, mais on va rester sur les réflexions un peu plus récentes. Chez Pierre-Simon Laplace, le déterminisme devient une hypothèse scientifique rigoureuse. Selon lui, si un intellect connaissait toutes les forces agissantes dans la nature et la position de tous les objets, il pourrait prédire l'avenir aussi bien qu'il connaît le passé. Dans sa dimension historique, le déterminisme est aussi présent chez Hegel et Marx. Pour Hegel, l'histoire est le déploiement nécessaire de l'esprit vers la liberté, tandis que pour Marx, elle est régie par la lutte des classes et les lois économiques, comme absolument tout pour Marx. Dans les 2 cas, l'individu n'est qu'un rouage dans un processus qui le dépasse. Un apport fondamental à cette époque du déterminisme se trouve également chez Spinoza.
Dans son éthique, il soutient que tout dans la nature suit nécessairement de la nature, de Dieu, ou de la substance unique qui l'identifie à Dieu ou à la nature. Waouh, là je suis perdu. Pour Spinoza, la liberté humaine ne consiste pas à être indépendant des causes, mais à comprendre nécessairement les causes qui nous déterminent. Ainsi, un homme libre est celui qui agit en vertu de la nécessité de sa propre nature, et non sous l'effet des causes extérieures ignorées. C'est donc pas en échappant au déterminisme qu'on devient libre, mais en accédant par la connaissance. Pour Spinoza, être libre ne signifie pas se libérer du déterminisme de l'histoire, mais comprendre les causes qui nous déterminent afin d'agir de manière plus rationnelle. Cette compréhension nous permet de mieux orienter notre vie, non en rompant avec la nécessité, mais en y participant de manière consciente. Claire, c'est une voyageuse temporelle, et sa vision des choses, c'est très proche de Hegel et d'une certaine manière de Spinoza. Son savoir sur le futur n'est pas un outil de domination sur l'histoire, mais un appel à comprendre la nécessité des choses. Elle tente d'agir, non pour rompre le cours du destin, mais parce qu'elle sait, et parce qu'elle se sait, partie prenante de ce réseau de causalité. Sa liberté réside dans cette lucide adhésion à la structure même du monde, même si cette adhésion est empreinte de douleur et de résignation tragique. Elle connaît l'avenir, elle ne s'en sert pas pour prendre le pouvoir ou la fortune d'autrui. Elle ne veut pas changer l'entièreté de l'histoire, mais modifier légèrement un simple passage pour le salut de milliers d'hommes. L'efficacité dramatique du récit tient à ce que chaque effort de personnage pour détourner de la catastrophe semble paradoxalement contribuer à la rapprocher. Ainsi, Diana intègre une dimension tragique dans sa fiction. Les personnages sont pris dans un processus où la connaissance de l'avenir n'offre aucune capacité certaine d'intervention. Imaginez que la bataille ce soit un trou dans le sol. Quand Claire essaye de reboucher ce trou, elle va en faire un autre, plus gros, plus profond. Un trou inévitable. Un parallèle peut être établi avec le film Minority Report, adapté d'un livre de Philip K. Dick. Dans cet univers dystopique, la société repose sur un système prédictif, appelé pré-crime, qui permet d'arrêter les individus avant qu'ils ne commettent un crime. Le protagoniste, John Anderton, policier au sein de ce système, découvre qu'il est lui-même prédit comme un futur meurtrier. La tension narrative repose sur un même principe que celle de Outlander. La connaissance préalable d'un futur possible annule-t-elle ou renforce-t-elle le pouvoir d'agir? Anderton tente de déjouer sa prédiction, ce qui l'amène à réaliser partiellement les conditions qui la rendent possible. La prédiction devient performative, au sens où elle produit les conditions de sa véracité. Comme Claire et Jamie, Anderton se débat avec un savoir temporel qui semble abolir la contingence de l'existence. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur la contingence et Voldemort. Ouais, c'est un peu ça aussi du coup. En connaissant la prophétie et en voulant la changer, il provoque la prophétie elle-même. Ouais, j'avais déjà utilisé le mot contingence. Ce parallèle montre combien la fiction spéculative permet de déplier les conséquences du déterminisme. Une fois le futur connu, peut-il encore être modifié? Ou l'intention même de le changer n'est qu'un maillon dans la nécessité qui y conduit? Et là j'ai une question. Imaginez, vous connaissez la date de votre mort. Du coup, vous faites tout pour l'éviter. Le grand jour arrive. Est-ce que le fait que tu saches que c'est supposé arriver fait que ta journée ressemble à un film Destination Finale? Dans cet univers où les crimes sont prédits, avant qu'ils ne soient commis, le protagoniste est confronté à la question de savoir si la connaissance du futur permet de l'empêcher ou si cette connaissance participe à sa réalisation. Comme dans Outlander, la conscience du futur crée un dilemme existentiel. Savoir, c'est déjà être pris dans la nécessité. En fait, on peut se demander, est-ce que Claire s'est retrouvée dans le passé pour changer l'histoire, ou est-ce qu'elle en a toujours fait partie? Mais là, on part sur des théories sur le voyage dans le temps, et sur différents paradoxes, ce qui n'est pas la question. Maintenant, la connaissance de l'avenir et la complexité qu'il représente posent toujours une question importante. La question par laquelle on a commencé cette vidéo, avons-nous réellement le choix? Eh bien ça pose une question sur le libre arbitre. Le libre arbitre désigne la capacité d'un individu à effectuer des choix libres, indépendants, des déterminismes naturels, sociaux et historiques. Il est souvent conçu
comme la possibilité de choisir entre plusieurs options, sans que ce choix ne soit entièrement conditionné par des causes extérieures. Cette notion est au cœur de nombreuses philosophies morales, notamment chez Descartes, Kant et Sartre, pour qui la liberté humaine est absolue et constitue le fondement même de la responsabilité éthique. Le libre arbitre, ce n'est pas échapper au déterminisme, c'est agir en comprenant les causes qui me poussent à choisir. Face à cette inertie historique, la posture de Claire et Jamie consiste à investir leur volonté dans l'action. Leur liberté n'est pas d'ordre métaphysique, mais d'ordre existentiel. À la manière de Sartre, ils agissent en connaissance de cause avec la volonté d'inscrire leur subjectivité dans un monde qui les dépasse. Je fais des phrases de plus en plus compliquées. Ce qui est montré dans ce récit, ce n'est pas une opposition schématique entre destin et liberté, mais plutôt l'affirmation d'une liberté comme engagement. Claire et Jamie refusent l'immobilisme. Ils s'investissent dans des stratégies d'influence politique, usent de leurs compétences, médicales pour Claire, stratégiques pour Jamie, et tentent d'éviter le désastre à venir. À travers leurs efforts, la narration donne corps à une liberté qui, tout en étant historiquement inefficace, reste moralement signifiante. Leurs actions s'inscrivent dans une éthique du care et de la responsabilité, sauver des vies, protéger les siens, transmettre un héritage. Il s'agit d'une liberté praxéologique, être libre, non pour réussir, mais pour résister. Et je vous avoue que j'ai trouvé ce mot dans mes recherches et que je ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire. Cette posture rejoint les travaux de Paul Ricoeur sur le sujet, agissant comme auteur de sa propre histoire, dans un monde dont il ne maîtrise pas encore le cours. On en parle ici régulièrement, mais un des exemples qui peut nous servir à illustrer ce propos, c'est The Truman Show. Le protagoniste, Truman Burbank, vit dans une réalité entièrement fabriquée. Chaque aspect de sa vie est contrôlé, mis en scène, et pourtant un jour, il soupçonne l'artifice et entreprend de briser les limites imposées par ce monde clos. Son parcours n'est pas celui d'un héros surpuissant, mais d'un individu qui, en dépit des contraintes totales auxquelles il est soumis, choisit de réclamer sa liberté au prix de sa sécurité et de ses certitudes. Dans cette perspective, The Truman Show offre un modèle narratif voisin à celui d'Outlander. La liberté est moins une condition d'origine qu'un acte d'arrachement, une conquête du sens contre la fatalité du monde. Le contraste entre les deux histoires est que Truman parvient à retrouver cette liberté. Il réussit à sortir de ce monde factice, quand Claire, elle, doit quitter celui qu'elle aime avec leur enfant à naître, sans être parvenue à changer l'histoire. Dans les deux cas, le libre arbitre se manifeste comme une affirmation existentielle de soi contre un environnement déterminé. Sauf que pour Claire, c'est une défaite. Au revoir, Claire. Bon là, je mets un petit extrait. Le libre arbitre dans Outlander rejoint une tradition philosophique et artistique où la liberté n'est pas la maîtrise de tout, mais la capacité d'affirmer une volonté propre au sein même d'une trame historique qui semble écrite d'avance. Mais du coup, si le monde est déterminé à l'avance, et que nos choix peuvent rien changer à son histoire, mais peut-être juste à notre situation personnelle, qu'est-ce qu'on fait? En tenant compte de l'articulation précédente, entre la puissance d'un déterminisme historique et les manifestations existentielles du libre arbitre, il devient pertinent de s'interroger sur un modèle intermédiaire, le compatibilisme. Ce courant philosophique, développé par David Hume, un Écossais, propose que liberté et nécessité ne s'excluent pas mutuellement. Un individu peut être considéré comme libre s'il agit selon ses désirs et volontés internes, même si celles-ci sont elles-mêmes déterminées par des causes antérieures. Cette vision se reflète dans la manière dont Jamie et Claire s'inscrivent dans l'histoire. Bien qu'ils ne puissent en modifier les lignes majeures, ils exercent une liberté significative dans la façon dont ils la traversent. Claire n'est pas libre d'empêcher la bataille de Culloden, mais elle est libre de choisir les moyens par lesquels elle tente de le faire, et surtout, de décider de revenir dans son propre temps pour protéger la vie à naître. Jamie de même ne peut pas éviter la guerre, mais il peut choisir d'y aller en homme aimant, protecteur, et non comme le pâle instrument du prince Charles Stuart. Il peut choisir de se battre en homme, et non comme un pion. Cette idée trouve écho avec le film Arrival de Denis Villeneuve, où le personnage principal, Louise Banks, acquiert une vision non linéaire du temps grâce à sa communication avec les extraterrestres. Bien qu'elle connaisse désormais les événements tragiques de son avenir personnel, elle choisit
de les vivre pleinement, conscientes que leur beauté réside dans leur éphémérité et leur intensité. Le savoir n'abolit pas la volonté, il la raffine. Comme Claire, Louise est une héroïne compatibiliste. Informée du résultat, elle n'agit pas moins parce que la vie vaut d'être vécue, même si sa finalité ne peut être changée. Ainsi, le compatibilisme permet de penser à une liberté humaine qui ne réside pas dans le contrôle de l'avenir, mais dans la cohérence entre nos actes et nos valeurs profondes. Dans Outlander, Jamie et Claire nous rappellent que même dans un monde régi par la fatalité, il demeure un espace pour l'affirmation de soi, pour la liberté, qui ne dépend pas des conséquences, mais de l'intégrité de la démarche. Claire et Jamie ont beau savoir qu'en 1747, pas du tout. Claire et Jamie ont beau savoir qu'en 1745, le petit-fils Stuart marchera vers Londres, qu'il amènera avec lui des milliers de Highlanders, et que, tandis que les hommes tomberont en chemin, il prendra la fuite, ils vivent. Ils gardent espoir de changer l'histoire et continuent de s'aimer dans les rues d'une ville qui porte bien son surnom. Même après plusieurs semaines, Paris restait pour moi une source infinie de fascination. Dans Outlander, la connaissance du futur ne confère pas à Claire de pouvoir réel. Savoir ce qui va advenir n'est pas un privilège divin, mais une charge quasi tragique. Cette dimension rejoint l'analyse de Hans Jonas sur le principe de responsabilité. Plus le sujet humain est informé des conséquences de ses actes, plus il est sommé d'agir en conscience. Claire n'est pas simplement une spectatrice passive de l'histoire, elle devient, par son savoir, une actrice morale placée devant des dilemmes vertigineux. La tension principale de cette posture réside dans l'écart entre l'ampleur de son savoir et la limitation de son pouvoir. Un paradoxe assez semblable à celui de Prométhée. Elle est la détentrice d'un feu, le savoir historique, qui brûle autant qu'il éclaire. À plusieurs reprises, Claire est confrontée à l'impossibilité de convaincre, au scepticisme de ses interlocuteurs, à la force d'inertie des événements collectifs. Et pourtant, elle continue de faire des choix, à avoir une certaine responsabilité, sans vraie garantie de succès. Claire se débat avec un avenir qu'elle cherche à transformer, mais qu'elle contribue parfois à actualiser. La boucle narrative construite par Diana Gabaldon ne fait pas de Claire une héroïne omnipotente. Elle ne sait pas tout, même si elle connaît l'avenir. Ça fait d'elle une conscience éthique plongée dans le malheur du savoir. La connaissance du futur n'annule ni l'éthique, ni la liberté, mais les redéfinit. Elle appelle à une responsabilité accrue, à une action fondée, non sur l'assurance du résultat, mais sur la justesse de l'intention. La tragédie du savoir y devient une épreuve de lucidité et de fidélité à soi. Claire, en ce sens, est une figure profonde et contemporaine. Celle-ci agit non parce qu'elle croit pouvoir tout changer, mais parce qu'elle refuse de ne rien faire. Jamie n'est pas un surhomme, et il sait que la guerre est perdue. Déjà parce que Claire le lui a dit, mais aussi parce que, vu la situation, ça coule de source. Des soldats affamés qui ne tiennent plus debout ne tiennent pas sur un champ de bataille. Il peut tout de même sauver celle qu'il aime et prier Dieu, parce qu'il aura donné tout ce qu'il avait, jusqu'à sa vie, pour la protéger elle. Mais quand je serai devant Dieu, j'aurai un argument de poids qui effacera tout le reste. Seigneur, tu m'as donné une femme formidable. Allez, ma conclusion, je finis vite. Jamie est un Highlander. Un jour, il a épousé une Sassenach, et bien qu'il ait tout donné pour protéger ceux qui comptaient pour lui, il n'a rien pu faire face au temps. La bataille de Culloden a été un massacre monumental et les retombées ont presque détruit l'Écosse. Jamie a survécu à ce combat, difficilement, à cause d'une blessure infectée et un mandat d'arrêt sur sa tête, mais la plus grosse douleur qu'il ait eu à affronter est d'avoir perdu celle qu'il avait aimée et leur futur enfant. Claire, elle, est repartie. Elle a traversé les pierres à nouveau et a retrouvé son époque 3 ans après avoir disparu sans laisser de traces. Elle retrouve ainsi Frank, son premier mari, enceinte de l'enfant d'un autre. Les années qui ont suivi ont été difficiles pour chacun d'eux. Pour Jamie, ça se résume à se cacher avant de passer des années en prison, puis comme homme d'écurie sous surveillance. Il a quand même eu le droit à un traitement de faveur grâce au meilleur personnage de la série, dont j'ai pas parlé parce qu'il arrive plus tard, j'en ai pas eu l'occasion. Lord John Grey, un héros parmi les héros. Pour Claire, elle a dû élever son enfant avec un homme qui ne l'aimait plus et qu'elle n'aimait plus, pensant que celui qui avait donné ses cheveux roux et ses traits à la petite fille qui l'appelle maman
avait péri à la guerre dans d'atroces souffrances. 20 années se sont écoulées avant que le couple se retrouve enfin, car oui, Jamie est mort pour Claire, mais qui dit qu'il est tombé à Culloden? Claire n'a pas réussi à sauver les milliers d'Écossais sur le champ de bataille, mais elle a probablement pu en sauver au moins un de la déchéance. Et croyez-moi, elle l'a sauvé plus d'une fois. L'erreur de Claire et de Jamie a été de penser qu'à eux deux, ils pouvaient se confronter à l'histoire. Le destin de l'homme est probablement malléable. À l'échelle unitaire, chacun peut modifier son propre avenir et celui de ceux qui l'entourent. Par des mots, des gestes, des actes, tout le monde peut être le moteur d'un changement, mais seule la masse peut réellement réécrire le temps. Nos choix sont ce qui nous guide dans ce monde complexe. Jamie avait beau être fort, il n'a rien pu faire face à son ennemi de toujours. Mais ce qui ne l'a pas tué, l'a-t-il rendu plus fort? Et d'ailleurs, face au monde, qu'est-ce qui fait de nous des hommes forts?